Les experts basket saison 4, épisode 2, ravi de vous retrouver. Installez-vous bien, que vous soyez devant votre téléviseur ou sur YouTube, bien évidemment. On est reparti pour une nouvelle émission en compagnie d'Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment allez-vous en ce début de semaine? Mais très bien, très bien. Est-ce que le week-end s'est bien passé? Oui, toujours. Un week-end très sportif, très basket comme d'habitude. On espère qu'il s'est mieux passé que pour la Roca Team, puisqu'on en reparlera un petit peu plus tard. Le dimanche a été un petit peu plus compliqué du côté de Gaston Médecin, on va en parler dans le débrief. Un débrief que l'on va débuter, Ali, par de l'Euroleague. Ça y est, ça a repris enfin la plus prestigieuse des compétitions européennes, avec en plus 2 matchs à domicile pour Monaco. On se disait, il y a quand même moyen de tourner à 2-0. Eh bien non, puisque Monaco a été surpris d'entrée par le Žalgiris Kaunas, ces diables de Lituaniens qui sont venus s'imposer 89-84 à Gaston Médecin et qui ont mis en lumière un peu les soucis défensifs monégasques. Oui, bien sûr, le Žalgiris Kaunas qui est venu en étant très agressif et très adroit, mais après l'adresse venait de quoi? Elle venait du fait que dès qu'il y avait un décalage, il se retrouvait toujours tout seul à 3 points, et on connaît l'école de basket lituanienne qui est très axée sur l'adresse à 3 points. L'agressivité défensive monégasque, c'est extrêmement à désirer, à l'image aussi du carton qu'a fait Moses Wright dans la raquette monégasque. Donc effectivement, défensivement, il y a beaucoup de boulot pour Monaco. 27 points encaissés dans le premier quart-temps, ça veut dire que Monaco n'a pas abordé ce match de la bonne façon? Non, du tout, clairement. Premier match d'Euroleague à la maison, face à une équipe qu'on sait qui peut être vraiment dangereuse. On voyait les joueurs n'étaient pas vraiment agressifs, on ne touchait pas l'adversaire, on ne mettait pas le coude, on ne rendait pas les déplacements des shooters difficiles. Et forcément, une équipe comme ça, vous la mettez en confiance dès le début du match, après, elle vous allume pendant toute la soirée. Avec des joueurs d'expérience, vous l'avez dit, les anciens de l'Olympiakos, Moses Wright qui met 21 points à 100% au tir, et Nigel Williams-Goss aussi, qui a été très bon sur les lignes arrière. Ah oui, une expérience énorme, avec des joueurs qui ont connu le Final Four, qui ont connu les finales perdues. Ouais. Mais des joueurs qui, dans une équipe comme Kaunas, peuvent prendre le leadership, et ils ont montré l'exemple, clairement. Un joueur qu'on a vu aussi du côté de l'Eurobasket avec la France, Sylvain Francisco, en quasi double-double, 9 points, 9 passes, toujours dans ce rôle de dynamiteur. Il est inarrêtable quand il part comme ça, lancé avec sa vitesse. Bien sûr, il a ses qualités de percussion, ses qualités de dribble, de shoot, et maintenant, il commence à devenir un meilleur passeur avec l'expérience. Avant, le côté playmaker laissait à désirer, mais là, vraiment, ça se voit qu'il a trouvé sa place à Kaunas, et il est capable de scorer comme de créer pour ses coéquipiers. Qu'est-ce que vous avez aimé côté Monaco? Qu'est-ce que vous ressortez de ce match malgré la défaite? Il y a eu ce run à la fin où Mike James s'est signalé en inscrivant plusieurs paniers. Oui, le run de Mike James, c'est sympa, mais après, on va dire que positif, on va dire le secteur intérieur monégasque, qui, d'ailleurs, on va en parler plus tard, qui a plutôt bien performé, donc ça c'est une bonne chose, mais vraiment les errements défensifs et au rebond me rendent un peu négatif. 48 heures plus tard, ça a été plus positif quand même avec cette victoire face à Dubaï, nouveau venu en Euroleague, qui joue en Ligue Adriatique, victoire 103 à 81. Là aussi, départ un peu plus compliqué, on l'a vu avec Kabengele, ce joueur que moi j'ai découvert personnellement, et qui nous a fait bien mal dans le premier quart-temps à l'intérieur. Oui, pareil, Kabengele, je ne connaissais pas du tout. Jusqu'à maintenant, on voit que c'est un bon gros pivot à l'ancienne, bien athlétique, bien dur, bien costaud. Ça montre encore nos problèmes défensifs à l'intérieur, donc ce qui peut être récurrent. À ce niveau-là, Daniel Theis, qui était un très bon contreur, mais par contre, dès qu'il a en face de lui des joueurs qui sont un peu plus au sol, un peu plus costauds, il a plus de mal. Donc clairement, je pense qu'on devra compter un peu plus sur Kevarius Hayes pour justement essayer de combler ce déficit de défense intérieure que je suis à peu près sûr que toutes les autres équipes d'Euroleague vont identifier et vont vraiment cibler à fond. D'autant plus qu'on a eu un problème de faute, on se souvient, Theis en prend 2 assez rapidement, derrière il sort, et c'est aussi ça qui a été un peu impactant sur la partie. Oui, bien sûr. La preuve, encore une fois, je pense que Dubaï avait identifié ce problème-là, ils ont vraiment voulu agresser Daniel Theis, faire en sorte qu'il sorte du match. Et la résultante a été ses fautes très rapides. Alors Monaco a fait la différence dans le 3e quart-temps avec ce visage qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent sur 40 minutes. 29-13, vraie intensité en défense, ça court, ça y est, on a revu le jeu de la Roca Team. Là, il n'y avait rien à voir. Franchement, Monaco schizophrène, parce que on a pu voir là, cette fois-ci, c'était agressif, les déplacements étaient contestés, les sorties sur les grands étaient fortes, Kabengele ne pouvait plus faire ce qu'il voulait sur le rôle. Donc vraiment, là, Monaco s'était vraiment mis dans le match et a voulu absolument gagner ce duel
d'influenceur. 27 passes décisives, 8 pour Mike James, 7 pour Okobo. Voilà, c'est un peu cette patte Spanoulis qu'il essaye un peu encore de mettre dans cette équipe, mais 27 assists, c'est quand même un sacré chiffre et une belle stat. Oui, ça c'est une constante depuis qu'il est arrivé sur le banc monégasque. Il a réussi à faire plus partager le ballon à des grosses individualités comme que sont Mike James et Lee Okobo. Donc clairement, le nombre de passes décisives est toujours là, mais bon, le problème, on sait où il se trouve. Et à partir du moment où Monaco élève son niveau comme en deuxième mi-temps face à Dubaï défensivement, et bien là, les choses sont beaucoup plus faciles. On reparlera un peu plus tard dans cette émission du cas de Nikola Mirotic, mais qui termine à 32 dévals et qui a été vraiment décisif, j'allais dire, dans la victoire. Facile, il n'a pratiquement pas joué du quatrième quart-temps, il a fait ses 32 dévals très très rapidement. Bon, la preuve qu'il en a toujours sous le pied et que ça reste l'un des plus grands attaquants européens. Clairement. MVP en 2022 de l'Euroleague. On va parler rapidement aussi de la Betclic Elite, puisque le championnat a repris. Monaco a débuté par un succès tranquille du côté du Portel, 84 à 63. Avant, on l'a dit donc, de perdre assez tristement, j'ai envie de dire, 104 à 99 face à Chalon-sur-Saône de l'ancien monégasque. Yohan Choupas notamment, qui était de retour, ce petit jeune qui avait eu quelques minutes chez nous à l'époque. Oui, tout à fait. Voilà. Tout ce dont on a parlé avant, ça a été la quintessence même. Dominé au rebond offensif par deux joueurs pas très référencés, défensivement assez catastrophique, manque d'envie, manque de dureté. Et à Chalon, ils se sont dit aujourd'hui c'est journée porte ouverte à Monaco. On va le prendre celui-là. Allez, on y va, on va le prendre celui-là, c'est cadeau. Et donc ils se sont régalés. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce débrief. On va passer à votre chronique, mon cher Ali, c'est le point d'Ali. Où on va donc évoquer de nouveau le cas de Nikola Mirotic. On le savait lors des saisons précédentes, Ali, Monaco vivait et mourait avec le talent offensif de sa base arrière. Et avec Nikola Mirotic, on a, j'allais dire, une nouvelle corde à notre arc monégasque avec ce jeu au post-up, on l'a vu, où il a été inarrêtable. Oui, tout à fait. Nikola Mirotic, c'est un joueur qui est capable de scorer de toutes les façons possibles, à 3 points au post-up. Mais justement, je trouve c'est le meilleur joueur de post-up, puisqu'on a décidé de ne plus d'utiliser les talents de Donatas Motiejunas. Il est bien meilleur à ce niveau-là que Daniel Theis. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être un rééquilibrage offensif à faire à Monaco, parce que ces dernières années, ce sont les arrières qui ont vraiment beaucoup plus eu la tâche de scorer. Mais là, on a Daniel Theis qui est capable de scorer en mouvement, et notamment Nikola Mirotic, qui est capable de scorer au post-up. Aussi, en transition, il aime bien mettre son joueur dans son dos et demander la balle en lob comme ça pour finir. Je pense que ce serait une arme sur laquelle Monaco devrait s'appuyer un peu plus. On l'a vu, Dubaï n'a pas trouvé de solution. Puis il a aussi l'intelligence, quand ça vient fermer, de ressortir. Donc en fait, c'est gagnant pour tout le monde. Oui, c'est un formidable joueur de basket. Il sait. Le problème, c'est un problème insoluble en fait. Quand vous mettez la balle à l'intérieur à Mirotic, c'est soit il score, soit, comme vous l'avez dit, ça referme, il ressort pour les shooters. Et cette année, on a des shooters. Donc c'est très très bien. Sa versatilité offensive fait en sorte que c'est une arme qu'on doit en abuser. Voilà. Et Daniel Theis aussi, dans un autre registre, vous l'avez dit, a été vraiment excellent dedans. Voilà, beaucoup plus en mouvement, sur les pics, sur les rolls, sur les pops aussi, il est capable de s'écarter, à l'image de Mirotic. Ce qui pose d'autres problèmes de l'autre côté, défensivement, parce que cette doublette-là, défensivement, c'est assez compliqué. Voilà, donc, mais offensivement, vraiment, avoir ces deux-là sur le terrain, ça donne une palette offensive totalement différente à Monaco et qui la rend encore beaucoup plus dangereuse. Kevarius Hayes aussi a son mot à dire, surtout qu'il a son petit shoot, on l'a vu, à 5-6 mètres, qui est assez fiable. Tout à fait. Alors, c'est pas le meilleur des attaquants. Lui, en plus, c'est attendu au niveau du rebond, de la protection du panier, des contres, tout ça. Mais il est capable, piquer, rouler, aller chercher les alley-oops, avoir son petit, comme vous l'avez dit, sur le petit short roll, c'est-à-dire s'arrêter au niveau de la ligne de lancer franc après un écran pour mettre un shoot sur la ligne de lancer franc. Donc, effectivement, on a vraiment des armes vraiment versatiles. Au niveau intérieur. Et j'ai une action en tête notamment, c'était donc Mirotic au post-up qui va jouer son vis-à-vis, la prise à deux et la petite relation que vous aimez bien, intérieur-intérieur, pour Kevarius Hayes, qui a mis ce petit flotteur. Kevarius Hayes qui a mis son petit flotteur. Il peut s'arrêter pour le petit flotteur, alors il peut couper pour aller mettre un gros tomard aussi dans la raquette. Donc voilà, c'est comme avoir un deuxième meneur sur le terrain en ayant Mirotic au post-up, parce que comme vous l'avez dit, il est capable de trouver ses coéquipiers, que ce soit sur le poste haut ou alors les shooters au large. Le credo de ce point d'Ali, faisons plus confiance aux big men alors. Oui, moi je prêche pour ma paroisse, big man power. Allez, on passe à la dernière chronique de cette émission, c'est la question du jour.
Ali, on va revenir eh bien, sur cette Roca Team qui nous montre un peu de tout sur ce début de saison. Cette hydra de tête, j'allais dire, c'était agaçant contre Kaunas et puis très intéressant contre Dubaï. Comment expliquer finalement cette différence assez dingue en 48 heures? Monaco a ce côté schizophrène complètement terrible. Après, oui, j'ai envie de dire, la répétition des matchs n'aide pas. Mais bon, voilà, Monaco a un effectif construit pour ça. Aussi, je suis un peu surpris, je vais vous dire, alors je ne sais pas si c'est une tangente ou quoi, d'avoir vu Mike James et Nikola Mirotic avoir du temps de jeu face à Chalon, par exemple. Oui, c'est vrai. Après 2 matchs d'Euroleague, Ouais. on se dit qu'il y a quand même une profondeur de banc, donc faire jouer des joueurs un petit peu plus jeunes, un petit peu plus frais. Ouais. Donc déjà, je pense que la fatigue, ça l'explique. Aussi un manque de discipline, hein, clairement, parce qu'il ne faut pas non plus trouver que des excuses. Ouais. Et là, c'est le boulot des Vassilis Spanoulis de mobiliser ces joueurs et faire en sorte qu'ils soient présents tout le temps. Sacha Obradovic le faisait très bien, ça. Ouais. Il leur mettait tout le temps la pression. Alors, pour le coup, il était épuisant. En surpression. Épuisant, mais il faisait en sorte que les joueurs soient prêts pour jouer Chalon ou l'Olympiakos. Donc, ça, c'est clairement quelque chose sur lequel Vassilis Spanoulis doit travailler, faire en sorte de trouver les leviers pour que les joueurs soient beaucoup plus motivés. Il n'y a aucune raison que Chalon vienne mettre 104 points à Monaco. Ouais. Justement, on est en 2025, il y a les réseaux sociaux, tout va très vite, il y a une victoire, tout va bien, il y a une défaite, il faut virer le coach. Ouais. Votre regard justement sur le travail de Vassilis Spanoulis depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'on est encore en chantier ? Malgré une finale d'Euroleague l'an passé, quand même, c'est exceptionnel. Il y a quand même des constantes qui reviennent par rapport à la saison dernière. Alors, la saison dernière, il a eu une moitié de saison, mais là, je revois la même chose. Donc, ce qui est positif, c'est les passes décisives, c'est le fait que le ballon est bien partagé, mais après, il y a toujours les mêmes problèmes défensifs, il y a toujours les mêmes problèmes de constance. J'ai pas envie de dire d'envie, parce que forcément, les joueurs ont envie de gagner. Mais les problèmes de constance dans tout ce qui est la basse besogne, voilà. Tout ce qui est la basse besogne qui permettent de gagner. Pourtant, il y a des guerriers dans l'équipe, hein, les Alpha Diallo, les Strazel, les Blossom Game, les Hayes, j'en passe et les meilleurs. Mais j'ai l'impression que l'équipe, elle est coupée en deux. Okay. Entre les super talentueux qui sont peut-être un petit peu moins motivés, et les moins talentueux, mais qui veulent mettre de l'intensité, mais qui n'y arrivent pas. Donc il faudrait faire en sorte que les deux soient au même niveau, que pour que les Monaco soient vraiment constants sur la durée. Sans chercher d'excuses, vous avez été joueur, entre guillemets, c'est plus facile d'être motivé quand on a l'Olympiakos qui arrive à la maison que Chalon. Oui. Ah oui. Mais ça, c'est le côté être pro aussi en tant que joueur. Ça peut durer une mi-temps, un quart-temps, une mi-temps. Mais pas tout le match, quoi. Finir à 104 points, mais c'est complètement dingue. Donc on se dit, on peut jouer tranquille, on va quand même les battre. On n'oublie pas que c'est la Betclic Elite. Hein. Pour moi, c'est le championnat le plus compliqué à gérer quand on a des matchs d'Euroleague à côté. Parce que derrière, il y a des joueurs, l'Asvel a failli se faire cueillir à Saint-Quentin aussi. Donc c'est pas un championnat facile. Hein. Même une équipe de bas de tableau peut poser des problèmes. Vous le dites tout le temps, le rebond, c'est l'indicateur de l'envie. Ouais. Quand Chalon en prend 20 à Gaston Médecin-Hier, je ne vais pas dire que c'est honteux, mais il y avait des séquences à 3, 4 rebonds offensifs. Chalon qui enchaînait 4-5 possessions d'affilée. Voilà, le rebond, c'est de la technique peut-être, mais c'est 90% d'envie. Donc vous l'avez très bien dit, c'est l'image du match. C'est le fait d'avoir été autant dominé au rebond, alors que Chalon n'était même pas à droit à 3 points. Hein. Non, alors ils ont arrosé. Ils ont arrosé, mais après ils récupéraient des possessions à chaque fois, donc forcément ça change tout. Rassurez-nous, ça va vite être, on va dire, réglé comme problème. C'est le début de saison, on peut faire comme ça un accident de parcours, ça va plus se reproduire. Écoutez, comme vous l'avez dit, c'est le début de saison, c'est mieux que ça se passe maintenant et que ce soit réglé maintenant que ça arrive plus tard dans la saison. Ouais. Donc il y a des réglages à faire et une fois que ça sera réglé, je pense que la Roca Team, la machine pourra partir de façon plus sereine. Eh bien, on va rester sur cette note de positif pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous. Merci Une excellente semaine à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info pour un nouveau numéro des Experts Basket.